La promesse est immense et n'a d'autre choix que d'être tenue. En 281 jours, durant 2 semaines, la population de l'Île-de-France passera quasiment du simple au double, avec ce que cela implique de responsabilité pour les pouvoirs publics. Pour la préfecture de la région Île-de-France, il s'agit premièrement de s'assurer que la Seine sera propre et baignable à l'été 2024, lorsque des athlètes s'y jetteront depuis le pont Alexandre III. Dans cet objectif, depuis 2016, un effort et des moyens considérables ont été engagés pour nettoyer le fleuve. Mais où en est-on aujourd'hui ? Et n'a-t-on pas été un petit peu vite en besogne au risque de mal faire ? La question se pose aussi pour l'une des autres compétences de la préfecture de région, organiser la formation des agents de sécurité privés. Après le Covid, le secteur a perdu nombre de salariés et il faut désormais embaucher à tour de bras. Alors pour répondre à ces questions, à la fois écologiques mais aussi sociales, Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, est l'invité exceptionnel d'Île-de-France Politique ce soir. Nous serons aussi avec Michel Riotto, ancien ingénieur de recherche au CNRS et microbiologiste, ancien président de France Nature Environnement Île-de-France, et Arnaud CIT, propriétaire de Péniche à Paris. Nous rejoindra plus tard dans cette émission Cédric Paulin, porte-parole du groupement d'entreprises de sécurité privée. Seine Sécurité, l'Île-de-France sera-t-elle prête pour les Jeux ? Île-de-France Politique, c'est parti. Et bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Marc Guillaume, la Seine baignable l'année prochaine, l'été prochain même. On y est presque, ça y est ? Oui. Le plan baignade qui vise à ce que une dépollution de la Seine et de la Marne en amont de la Seine soit opérée est très largement engagé. Et on sera prêt à l'été 2024 pour qu'à la fois le triathlon et le marathon se tiennent dans la Seine, et puis que dès l'été 25, en héritage, les Franciliens puissent se baigner dans la Seine. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'elle soit baignable ? Il faut continuer l'effort qui a été engagé. Nous avons engagé un plan de plus de 1,4 milliard dans lequel l'État finance à 700 millions ses actions. Il y a 4 séries d'actions. Il faut mettre aux normes les usines de traitement des eaux en amont de Paris. Il faut disposer d'installations pour retenir les eaux en temps de pluie. Il faut modifier les branchements privés qui peuvent confondre les eaux pluviales et les eaux usées. Et puis il faut mettre au niveau les réseaux publics. Nous y travaillons chaque semaine. Encore la semaine dernière, nous avons accordé 55 millions d'aides pour 44 projets via l'Agence de l'eau. Toutes ces actions se poursuivent et nous serons prêts l'été prochain. Bon, il y a eu plusieurs annulations d'épreuves tests l'été dernier en raison d'intempéries. À un an des Jeux, ça n'est pas très rassurant. S'il pleut beaucoup à l'été 2024, est-ce qu'il est possible que des épreuves soient tout bonnement annulées ? Là, vous faites allusion à la question de savoir s'il y a des grosses pluies, est-ce que ça a un effet ? Bien sûr, ça a un effet. C'est pour ça que nous construisons des bassins de retenue. Il y en a un très grand qui est en construction à Austerlitz. Il y en a d'autres en amont de Paris qui visent à ce qu'on puisse retenir l'eau pour qu'en temps de pluie, elle ne charrie pas dans la Seine une mauvaise qualité de l'eau. Évidemment, s'il y a une très grosse pluie, la solution qu'a trouvé le COJO, c'est des jours de contingence, de décaler alors d'1 ou de 2 jours les épreuves. Mais évidemment, ces installations de temps de pluie seront prêtes. Michel Riotto, sur justement ces intempéries. Oui, alors les intempéries, imaginez une pluie de 10 mm sur la ville de Paris, c'est 105 km², c'est de l'ordre de 10 millions de mètres cubes. Donc les réservoirs, alors si ça tombe lentement, aucun problème. Mais si c'est une pluie de type Cévenol, alors on va parler de 100 mm, 200 mm, c'est impossible à maîtriser. Et même avec le bassin d'Austerlitz Même, alors c'est 200 000 m3. Je vous ai parlé pour 10 mm, c'est 1 million. Et Paris est très imperméable. 65% de la ville de Paris est imperméable. Donc l'eau ne rentre pas dans le sol et va s'écouler dans les égouts, et les déversoirs d'orage fonctionneront dans ce cas-là. Mais c'est aléatoire. On ne sait pas s'il y aura peut-être un décalage pour les athlètes. Et pour les athlètes, les conditions sont un peu différentes de celles de la baignade pour les gens comme nous. Il faut que l'eau soit propre au moment où. Après, elle peut se contaminer par tous les produits qui arrivent. Et je vous dirais que les principaux producteurs de mauvaises choses, c'est-à-dire des bactéries, c'est nous. C'est l'homme et les animaux. Oui, ce sont particulièrement des bactéries fécales. C'est les bactéries fécales. Imaginez, nous en possédons 100 000 milliards dans notre tube digestif. 1 kilo de bactéries dans nos matières fécales, c'est par gramme, c'est 100 millions.
Oui, donc ça fait 100 milliards. Vous parliez tout à l'heure d'imperméabilité du sol parisien. Selon vous, il aurait mieux valu peut-être qu'on travaille à cette perméabilité du sol parisien ? Tout le sol parisien ne peut pas. Tout le nord-est, c'est sur du gypse. Si vous laissez passer l'eau, le gypse va fondre et les immeubles vont avoir tendance à descendre. Donc, et puis vous avez de nombreux réseaux. Il n'y a que quelques parties qui peuvent être désimperméabilisées. J'ai travaillé sur le plan pluie avec la ville de Paris. Donc là-dessus, je connais un peu. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on a raccordé énormément de domiciles, on a raccordé aussi des péniches. Vous, en tant que propriétaire de péniches, vous connaissez aussi les autres propriétaires à Paris. Comment ça s'est fait ce travail ces derniers mois ? Alors, il y a eu un énorme effort de fait. Port de Paris, qui gère les emplacements sur la Seine à Paris, a progressivement mis en place l'obligation pour les bateaux de rejeter directement dans les égouts. Ça n'était pas le cas avant ? Non, au début, effectivement, il y a plein de bateaux qui rejetaient directement dans la Seine. Là, maintenant, c'est une obligation pour garder son emplacement d'être accordé directement aux égouts. Donc, ils ont mis en place des solutions pour qu'on soit raccordé sur le quai et après, ça part au tout à l'égout. Marc Guillaume. Dans le plan baignade dont je parlais tout à l'heure, l'une des actions, c'est de faire en sorte que tous les quais de Paris soient désormais équipés pour que les péniches, les bateaux qui y sont amarrés, puissent rejeter par les systèmes que nous avons mis sur les quais leurs détritus. Donc, si vous voulez, l'ensemble de ce plan a été maintenant mis en place. Il nous reste plusieurs dizaines de bateaux à raccorder, mais je ne doute pas... Dans Paris ? Dans Paris, mais vous voyez, quelques dizaines de bateaux. Je ne doute pas que d'ici l'été 2024, puisque nous sommes en relation avec chacun des propriétaires, ces bateaux seront raccordés. Donc, ils ne rejetteront plus dans la Seine comme ils le faisaient dans le passé. Et encore une fois, ça va être quelque chose qui va durer à partir de 2024. C'est pas une action que nous menons seulement pour les Jeux Olympiques. C'est bien sûr une des principales actions d'héritage des JO pour que demain, on aura été heureux et fiers d'offrir des images exceptionnelles du triathlon et du marathon au pont Alexandre III, devant les Invalides qui vont faire le tour du monde. Et dans le même temps, on va permettre de disposer d'une Seine et d'une Marne propre à partir des JO. Bon, pour cela, il a fallu aussi travailler sur le traitement de nos eaux usées, notamment à travers l'usine du SIAP. Le SIAP qui finalement utilise de nouveaux produits pour justement rendre l'eau davantage baignable. Ces produits, est-ce qu'on est persuadé qu'ils ne sont pas un petit peu dangereux pour l'environnement ? Non. Les deux usines de traitement des eaux du SIAP, donc effectivement l'été, ont un traitement bactériologique de l'eau pour que, comme l'a très bien dit monsieur, pour l'utilisation qui est faite, c'est-à-dire la baignade humaine, l'eau soit aux normes, mais pas du tout, on n'a pas de crainte en la matière. Ce sont des procédés qui d'ailleurs découlent de textes européens. Il y avait justement l'utilisation de l'acide performique sur lequel vous alertiez au niveau de la... Moi, j'alertais, c'est simplement pour l'utilisation in situ, pour les gens qui vont l'utiliser. C'est un acide extrêmement dangereux et explosif. Mais pour la nature, il va faire son... C'est exactement comme les produits que l'on utilisait dans le temps pour la lessive. C'est un père acide, il va libérer de l'oxygène actif qui va tuer les microbes. Comme dans le temps, on utilisait les percelles pour faire la lessive, pour blanchir la lessive, le linge. Donc, in situ, ça ne fera pas beaucoup de dégâts. Par contre, à manipuler avec la plus grande précaution. Par définition, les deux usines du SIAP prennent toutes les mesures de sécurité pour leur personnel. Et je crois que vous l'avez très bien expliqué. C'est évidemment des produits qui n'ont aucune dangerosité une fois que c'est libéré. L'eau est traitée et que c'est libéré. La cérémonie d'ouverture, c'est un défi immense. 10 000 athlètes vont embarquer sur un petit peu plus de 100 embarcations. Il y aura aussi d'autres bateaux qui assureront le bon déroulement de l'événement, sa retransmission également. Et on attend 600 000 spectateurs aux abords du fleuve. Arnaud Céité, j'imagine que c'est beaucoup de questions aussi pour les pénichiers, non ? Effectivement, donc il y a plein de bruits de quais qui circulent. On a encore quelques incertitudes. On ne sait pas encore si nos établissements pourront ouvrir le jour de la cérémonie d'ouverture.
Est-ce qu'il sera simple de circuler dans Paris? Est-ce que nos clients pourront venir dans nos établissements? Parce qu'il faut savoir que nous sommes obligés d'anticiper. Les gens qui se marient ou qui font des gros événements, type cocktail d'entreprise, etc., s'y prennent quand même longtemps à l'avance et on commence à être sollicité. Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Donc, on attend d'être conforté dans ces informations que l'on a, mais on en manque pour le moins. Réponse, Marc, Guillaume, vous qui êtes face à Arnaud Seïté. Monsieur a tout à fait raison. Nous devons continuer à préparer la cérémonie d'ouverture et dans le même temps aller voir les personnes intéressées pour que chacune soit informée de sa situation. Si on prend un autre exemple que celui de monsieur, parce que ça le gênerait quand même aujourd'hui qu'on traite du sien en plateau, on a 19 bateaux logements qui sont sur la zone du Trocadéro de Chaillot que nous allons déplacer pour permettre aux bateaux de la flotte d'athlètes de s'amarrer, de débarquer les athlètes. Et où devront-ils aller? On va les emmener du côté de Boulogne, un petit peu plus en aval. Et évidemment, nous sommes en discussion avec chacun d'entre eux, de manière individuelle, pour qu'ils aient la totalité des informations disponibles, à la fois sur la durée du déplacement, sur la nouvelle zone d'amarrage. Donc tout ça est tout à fait logique. Et comme le dit très bien monsieur, ensuite il faut qu'on traite le reste du linéaire. Ça n'a pas encore commencé ? Il faut qu'on traite le reste du linéaire. On a commencé avec certains, pas avec d'autres, parce que de mémoire, certains des bateaux dont on parle sont sur le bras principal, d'autres sont sur les bras accessoires. Donc c'est pas non plus la même situation, parce que la parade nautique prendra forcément un cheminement sur la Seine. Donc, mais il est tout à fait vrai que, alors qu'on est à, comme vous le disiez, 280 jours, il faut que nous poursuivions ce travail. Mais c'est évidemment le cas. Bon, vous aurez des réponses, mais elles n'existent pas encore, ces réponses. Pas elles existent, mais il faut traiter chacun séparément pour qu'on arrive à avoir une cohérence d'ensemble. On ne peut pas réunir tout le monde dans une grande pièce. Les 19 bateaux qu'on bouge à Boulogne ne sont pas dans la même situation que la question de monsieur. La question de monsieur, c'est est-ce que je vais être ouvert le 26 juillet 2024 au soir? Ce qui est important aussi pour les commerçants. Il est important pour les commerçants. Notamment. Après, c'est vrai que nous sommes donc avec le Marcounet dans le Bras-Marie qui n'est pas sur la trajectoire de la cérémonie, et quai Montebello, le bras de la Monnaie, pour le Son de la Terre et le Daphné, c'est pareil, en fait la cérémonie passe au milieu. Donc a priori, on ne devrait pas, nous, être impactés, mais c'est vrai que pour l'instant, on attend... Les directives. On ne va pas régler votre situation individuelle sur le plateau, mais il est vrai. Je vous laisserai ma carte. C'est une question. Mais il est tout à fait logique dans la progression de la préparation de la cérémonie d'ouverture, qui, comme vous l'avez dit, à nouveau, va être un événement exceptionnel. On va quand même emmener les 10 000 athlètes de Seine-Saint-Denis sur 3 km de ponton à l'est de Paris, les faire monter dans une centaine de bateaux, 94 bateaux. On va avoir une autre centaine de bateaux qui va les accompagner. On va faire 6 km entre le pont d'Austerlitz et le pont du Trocadéro. Là, ils débarqueront pour la deuxième partie de la cérémonie. 1,5 milliard de téléspectateurs vont découvrir la mise en valeur à la fois du fleuve, des monuments parisiens, de notre culture. Et donc, c'est ça qu'il faut continuer à bâtir avec le COJO dans les meilleures conditions possibles, et ensuite travailler avec chacun en sachant que les bateaux qui sont ceux que nous allons utiliser pour la parade sont des bateaux qui travaillent tous les jours sur la Seine. Est-ce que pour les personnes que vous allez à qui vous allez devoir demander de déménager temporairement, est-ce qu'on sait déjà pendant combien de temps? Oui, on sait pendant combien de temps, et surtout une douzaine de jours, et puis surtout on sait que l'ensemble des frais afférents à ce déménagement sera à la charge de l'organisation. Michel Riotto, vous vouliez... Oui, monsieur le préfet, nous visons 2025, le coup d'après. Et on aimerait bien, moi je travaille et je suis favorable, nous sommes tous favorables à la baignade, mais nous n'avons pas les données. Il faudrait que nous ayons les données de l'Agence régionale de santé, des mesures de microbes dans la Seine. On les a pu depuis 2018. Donc, j'aimerais qu'on ait l'accès à ces données. Pour quelle raison? Je vais voir j'ai cherché la directrice générale de l'Agence régionale de santé, mais moi je comprends tout à fait votre demande. De toute façon, pour les Jeux Olympiques, comme pour après, nous ne pourrons pas traiter ces questions sans transparence. Oui, c'est ça. Ce n'est pas d'époque, si vous voulez. Évidemment, merci beaucoup. Nous devons montrer aux gens, pour souligner l'ampleur du travail qui a été fait et que les conditions sanitaires sont réunies, il faut rendre public les résultats des prélèvements.
Une dernière question au sujet de la Seine. Certains bras de la Seine seront aussi indisponibles. Celui qui passe par exemple devant le village olympique en Seine-Saint-Denis. Pour quelle raison est-ce que vous avez pris cette décision ? Pour des raisons de sécurité, mais donc le bras principal est fermé à la hauteur de Gennevilliers pour permettre de sécuriser le village d'athlètes. Mais cette question permet de montrer que le bras secondaire de la Seine, qui aujourd'hui n'était utilisé que par des petits bateaux, est en cours de dragage pour que pendant que l'autre bras sera indisponible, on puisse se servir de celui-là. Et bien entendu, une fois qu'il aura été dragué, il restera modernisé de la sorte. Et donc, on va avoir une amélioration, là aussi, de la circulation sur la Seine après les Jeux Olympiques. Mais donc, nos amis utilisateurs du fleuve que nous voyons régulièrement savent très bien que ce bras secondaire sera disponible pendant les JO. Et il y aura des acheminements d'athlètes ou de spectateurs sur la Seine ? Ou ce n'est pas prévu ? Tous les athlètes seront acheminés sur la Seine le 26 juillet. Et le jour de la cérémonie d'ouverture, bien sûr, mais hors... Pour le reste, non, parce que si vous voulez, dans le dossier de candidature, nous nous sommes engagés à ce que les athlètes rejoignent chaque lieu d'épreuve en moins de 30 minutes. C'est pour ça que un certain nombre de voies réservées sont organisées, pour qu'ils puissent ensuite concourir dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Marc-Guillaume. Vous avez donc la compétence de piloter cette bonne qualité de la Seine, mais aussi celle d'organiser, donc, nous le disions en introduction, la formation des agents de sécurité privée, indispensable à la bonne tenue de l'événement. Pour cela, on va accueillir notre 4e invité, Cédric Paulin, porte-parole du groupement d'entreprises de sécurité privée. 17 000 agents seront salariés chaque jour sur les Jeux, 22 000 au plus fort de l'événement. C'est un immense challenge, on va y revenir. Avec le plan Vigipirate qui vient d'être relevé au niveau menace attentat depuis vendredi, est-ce que ça a changé la donne, cette question, la sécurité, Marc-Guillaume ? La sécurité privée pour les JO, c'est la nécessité de permettre aux entreprises de sécurité privée de recruter et donc de former avant environ 15 000 personnes en Ile-de-France. L'État s'est mobilisé pour d'abord disposer des crédits, à peu près 46 millions d'euros, délégués à la région Île-de-France, qui achète 20 000 formations, et que ensuite nous trouvions les personnes qui sont intéressées pour suivre ces formations et être embauchées. On a engagé ce plan il y a exactement un an, maintenant en septembre 2022. Depuis septembre 2022, nous avons, en collaboration avec les entreprises du secteur, formé et fait embaucher 7 000 personnes, et nous avons 8 000 personnes en formation, et le plan va continuer à se dérouler. Pour arriver à ce résultat, il faut imaginer que les 122 agences de Pôle emploi en Ile-de-France sont mobilisées chaque jour. Elles ont téléphoné individuellement à 94 000 demandeurs d'emploi pour leur proposer un par un s'ils étaient intéressés par des formations dans ce secteur, et que ce soit des formations courtes ou des formations longues, pour ensuite être embauchés. Et donc nous avons besoin de travailler avec M. Paulin et l'ensemble des entreprises du secteur pour tout simplement répondre à leurs besoins. Pôle emploi et l'État n'est pas là pour évaluer, si je puis dire, le chiffre d'affaires de chacune de ces sociétés, savoir lesquelles ont remporté les marchés du COJO. Mais l'État est là pour arriver à fournir le cadre général pour que ces 15 000 personnes, elles aient été formées et recrutés à l'échéance des JO. Je profite du fait que vous ayez parlé de Pôle emploi, parce que selon donc ces chiffres que vous avez cités vous-même, 93 473 pour être très précis, demandeurs d'emploi se sont vus proposer une initiation au métier de la sécurité. Mais parfois cela va un petit peu au-delà d'une simple proposition. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'une Parisienne qui a été recueillie par nos confrères de RMC. Moi, je pensais qu'il y avait une erreur parce que je leur ai dit, le métier de la sécurité, déjà en tant que femme, et puis moi, j'ai un profil marketing, donc je savais pas trop. Donc là, au téléphone, on m'a expliqué que c'était obligatoire. Si je n'y vais pas, il peut y avoir des conséquences vis-à-vis de mes droits. On l'entendait, il peut donc y avoir des conséquences pour ces demandeurs d'emploi qui ne se rendraient pas à ces initiations des métiers de la sécurité. C'est assez étonnant quand même. Non, sûrement pas. Ce qui est vrai, c'est que au début, nous avons commencé par appeler les personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi dans le secteur de la sécurité privée, qui demandaient un emploi dans ce secteur. Il y en avait à peu près 20 000. Ensuite, bien entendu, nous avons proposé ces formations à d'autres personnes, mais évidemment, il est hors de question d'être rayé de Pôle emploi si vous refusez de suivre ces formations. D'ailleurs, sinon, on aurait recruté les 15 000 depuis très longtemps, puisqu'on en a appelé 94 000. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de permettre à des gens qui sont intéressés par ce secteur d'activité, qui ne le connaissent peut-être pas bien, de l'appréhender. Des professionnels viennent régulièrement dans des webinaires, dans des salons. On a fait une énorme opération ensemble en Seine-Saint-Denis il y a une quinzaine de jours. On a plus de 6600 personnes qui sont venues. Voilà, ça, là aussi, je m'excuse, nous serons dans les temps.
Cédric Paulin, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc porte-parole des groupements d'entreprises de sécurité privée. Je parlais du plan Vigipirate, relevé au niveau menace attentat. Est-ce que c'est une crainte pour les professionnels de la sécurité qui vont devoir agir sur les Jeux Olympiques et Paralympiques? Parce que quand on est agent de sécurité privée, évidemment, on n'est pas armé, on n'a pas forcément de quoi faire face à ce type de situation. Sur un événement comme ça qui mêle des forces publiques et de la sécurité privée, ce qui est important, c'est que chacun connaisse son rôle et respecte son rôle. Si vous commencez à demander à des agents de sécurité privée de faire le métier des agents publics ou inversement, de confondre les lieux, ça ne va plus le faire. Donc il est très important que les agents de sécurité privée conservent le rôle qu'ils ont actuellement dans tout événement, dans tous les lieux, les parcs d'attractions, les magasins. C'est bien ces missions-là qu'ils auront à effectuer lors des Jeux Olympiques. Il n'y a pas d'évolution de leur mission. Bien sûr, mais est-ce que ça peut être une crainte, par exemple, si on se retrouve face à quelqu'un qui veut s'introduire dans un site olympique et qu'on est soi-même agent de sécurité privée et non policier municipal, national? C'est nécessairement une crainte, une période telle qu'on la connaît avec un contexte comme ça. Mais ils sont formés pour alerter, ils sont formés pour détecter des signaux faibles. Je ne vous rappelle pas ce qui s'était passé au Stade de France il y a plusieurs années. C'est bien un agent de sécurité privée qui a eu la présence d'esprit de remarquer le comportement d'un individu qui n'était pas totalement normal, qui a voulu essayer de rentrer en forçant un petit peu après l'heure, et c'est bien en le repoussant qu'il a limité, entre guillemets, les dégâts. Donc on attend ça d'un agent de sécurité privée. Il fait de la prévention, il fait de l'alerte, de la détection. En décembre 2022, le Centre national des activités privées de sécurité dénombrait 90 000 détenteurs d'une carte professionnelle en Ile-de-France. C'est donc 90 000 détenteurs finalement pour tous les secteurs et pas uniquement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait assez de monde pendant les Jeux ? Déjà, le préfet... Vous l'avez dit, vous avez commencé les recrutements, mais on n'y est pas encore. La première phase, c'est d'élargir les viviers des personnes qui peuvent être intéressées pour entrer en formation. Et la phase, c'est la formation pour le moment. Le recrutement, en vue des JO, il arrivera donc pour les attributaires des marchés, pour les entreprises qui vont avoir des marchés, ça va arriver en bout de période. Pour certaines, quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Pour d'autres qui auraient le village olympique, un centre média ou d'autres lieux, ça va être un mois, peut-être un mois et demi avant l'événement. Mais là, on est dans la phase de la formation, de faire entrer des personnes en formation et évidemment, jamais contre leur gré. Une personne qui entrerait et qui n'aurait pas voulu venir dans la sécurité privée, évidemment qu'elle ne va pas y trouver son compte, donc elle ne restera pas ensuite dans l'entreprise. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des personnes volontaires, pour partie qui connaissent le secteur parce qu'ils y ont déjà travaillé. Donc ça, c'est ce que vous indiquiez sur le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a recensé des personnes titulaires d'une carte mais qui ne travaillent plus dans le secteur, et puis des personnes qui vont le découvrir à l'occasion de tous les salons, de tous les forums, les webinaires, les actions de communication. Et on a, notamment avec la région et Pôle emploi Île-de-France, une formation qui est adaptée, qui est plus courte parce que les missions ne sont pas les mêmes. On ne l'a pas raccourci pour la raccourcir, on l'a raccourci parce qu'on a enlevé un certain nombre de missions. Lesquelles, par exemple ? De faire des rondes, de pouvoir regarder des caméras, de faire de la surveillance qui va être avec d'autres outils technologiques. Ça, les agents qui vont être formés sur ces 3 semaines n'ont pas à faire ces missions-là. Et ça ne sera pas qu'eux qui seront sur les sites. Il y aura tous les agents qui sont formés avec la plénitude des missions. Et là, on a un public nouveau. On a des étudiants, on a des femmes, et c'est ça qui compte. Est-ce que les délais ne vont pas finalement pousser à être un petit peu plus laxistes sur les enquêtes de moralité notamment et donc, c'est pas moi qui pose la question, hein, c'est une note du service central de renseignement supérieur, du renseignement intérieur que se sont procurés certains de nos confrères qui justement s'interrogent sur ces enquêtes de moralité. Non, ces travaux sont menés avec la même rigueur et comme le résultat de ces formations s'opère mois après mois, il n'y a pas de goulot d'étranglement, nous sommes en capacité de le traiter. Et comme le disait très bien monsieur, cette formation plus courte qui a été mise en place, elle s'adresse aussi à un public différent. Cet été, on a vu un intérêt très fort des étudiants. Plusieurs centaines d'étudiants sont inscrits en juillet, plusieurs centaines se sont inscrits en août. C'est une autre façon pour eux, à la fois d'avoir une formation 3 semaines, pas trop longue, mais leur permettant d'apprendre la partie du métier de sécurité privée qui est nécessaire pour eux et de participer à l'aventure olympique. Parce que quand même, se dire que cet été 2024, d'une manière ou d'une autre,
on va être dans cette famille olympique pour participer aux JO, c'est une belle idée et en la matière, on a une possibilité pour ceux que ça intéresse, par exemple aussi pour les personnes qui n'auront pas été retenues comme volontaires par le COJO, on a là une autre option. Est-ce que ces agents de sécurité, ils verront leur emploi pérennisé après les Jeux ? Alors, monsieur va mieux répondre que moi, mais je crois que le secteur est à l'embauche, c'est-à-dire qu'il y a des besoins, et donc ceux qui désireront rester dans le secteur de la sécurité privée parce qu'ils auront apprécié d'y avoir travaillé, je crois que sous notre contrôle, ça sera bien possible. La question, elle est non seulement oui, pour après les JO, mais dès maintenant. Les personnes qui sont formées avec l'aide de la région, de Pôle emploi, on ne va pas attendre évidemment les Jeux Olympiques pour qu'elles puissent commencer à travailler. Il y a dans le secteur événementiel, il nous manque des agents. Le secteur globalement en France, il manque à l'instant T, au moment où je parle, il manque 20 000 agents. Donc la question de que vont-ils faire après les JO, quand même 20 000 agents. Oui, ça fait beaucoup. On est un secteur en pénurie comme d'autres. On n'est pas les seuls. Mais donc la question derrière de l'héritage, en fait, que vont-ils faire après avoir été formés, après ce pic pendant les JO, elle ne se pose absolument pas. Pour nous, c'est une chose réglée, ça. On termine en 2 mots. Marc Guillaume, à 281 jours des Jeux, beaucoup de Franciliens craignent un petit peu cet événement. La difficulté pour se déplacer, des billets très chers, peut-être des prix qui vont augmenter dans les magasins. C'est un petit peu difficile de créer l'engouement pour les riverains. Je crois que les Français nous sommes un peuple accueillant et fier de montrer au monde les talents qui sont ceux de notre peuple. Et plus l'événement va approcher, plus les Français vont se mobiliser. Nous le sentons très bien dans tous les départements franciliens où les actions que nous sommes en train de monter pour associer nos compatriotes dans des centres de préparation aux Jeux, dans des zones de célébration, dans des actions culturelles, sportives, agrogastronomiques, tout ça est en train de décoller. Donc vous avez raison de dire que bien entendu, ce sont aussi les premiers Jeux écologiques dans lesquels on ne se rendra pas sur les sites d'épreuve en véhicule. Ça sera par des transports en commun ou en vélo. Nous avons construit 410 km de pistes vélo pour se rendre sur les sites. Il y a 20 000 places de vélo de parking supplémentaires qui ont été mises en place. Donc c'est vrai, on ne circulera pas en voiture de la même manière pour aller sur les sites d'épreuve. Mais d'un autre côté, tout ça est un formidable élan mobilisateur dont il restera beaucoup de choses. La chose la plus évidente, quelques jours après la journée handisport, c'est quand même aussi de penser qu'on a les Jeux paralympiques après, que le regard de tout le monde sur ces para-athlètes, qui sont des personnes extraordinaires, va changer et va changer leur insertion dans la société. Merci beaucoup Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Vous avez donc en partie la charge de la bonne tenue de ces Jeux. Merci d'avoir été l'invité de Bonsoir Île-de-France. Merci également à vous Cédric Paulin, donc porte-parole du groupement des entreprises de sécurité. Voilà, l'information continue sur BFM Paris Île-de-France. Vous restez avec nous.